On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là nombreux aujourd'hui pour cette 16e session Ask Me Anything du Young McChem Forum. Et donc, qu'est-ce que le Young McChem Forum? Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un groupe de chimistes médicinaux qui vivent de l'académique et de l'industrie et qui propose différentes actions pour promouvoir la chimie médicinale, notamment en termes de carrière. Et donc, l'objectif est de vous aider à vous informer sur les différents métiers auxquels vous pouvez avoir accès à travers de nombreuses actions. On peut en citer quatre principalement. Les discussions en ligne Ask Me Anything, au cours desquelles vous pouvez poser vos questions en direct auprès de nos experts. Nous avons aussi mis en place des mappings, des cartes qui permettent de recenser en France les différents masters, les différentes formations en chimie médicinale, les laboratoires académiques qui proposent des recherches dans ce domaine-là, et également les entreprises du métier. Il y a également un mentoring qui est réalisé par notre groupe, notamment pour les étudiants de master ou les étudiants en première année de thèse. Donc n'hésitez pas à solliciter le groupe pour cela. Et enfin, on peut citer également My Publication at a Glance, dont l'objectif est de réaliser des petites vidéos d'étudiants en thèse ou en postdoc qui ont récemment publié des travaux dans des journaux. Et donc, ça permet de mettre en lumière les travaux de doctorants et de postdocs des laboratoires en France. Donc, je vous incite notamment à nous suivre sur le site de la Société de chimie thérapeutique, à nous suivre sur notre compte LinkedIn et également toutes les vidéos, notamment celle d'aujourd'hui qui va être enregistrée, sera disponible sur YouTube. Vous pouvez nous contacter aussi via notre adresse email et je vous incite également fortement à souscrire à la SCT. Donc aujourd'hui, quelques petites précisions sur notre session du jour. Merci d'allumer votre caméra lorsque vous posez la question, ça permet d'être un peu plus convivial. D'éteindre le micro lorsque vous ne parlez pas, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, cette session sera enregistrée pour être diffusée sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est une édition spéciale qui est consacrée au métier de chimiste médicinal dans l'industrie. Et donc, c'est une de nos membres, Floriane Gibaud, qui est Senior Research Scientist à AstraZeneca, qui va pouvoir se présenter et répondre à toutes vos questions. Donc, je lui laisse maintenant la parole. Floriane. Super, merci Sandy. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Super. Donc voilà, donc moi aujourd'hui donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc je suis Floriane Gibaud et je suis comme l'a dit Sandy, je suis Senior Research Scientist à AstraZeneca aujourd'hui au jour d'aujourd'hui. Donc juste une petite slide sur mon parcours et comment au final j'en suis on va dire un petit peu arrivée là. Donc j'ai commencé mes études en chimie avec un DUT à l'Université d'Orléans. Donc à l'époque c'était seulement 2 ans. Je crois que maintenant ça a changé de nom et ça s'appelle BUT et je pense que ça se fait en 3 ans si c'est correct. Ensuite, par la suite, sur dossier, je suis rentrée en école d'ingénieur, donc à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes où j'ai pu me spécialiser en chimie pour le vivant. Et la particularité d'une de ces écoles de la Fédération Gay-Lussac, c'est que j'ai pu faire en parallèle de ma troisième année un master de recherche en chimie organique avancée en partenariat avec l'Université de Rennes. Donc, c'était vraiment un plus pour ajouter ça dans mon bagage de chimie. Il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles d'ingénieurs aussi qui proposent différents, on va dire, masters également et aussi des années de césure. Donc franchement, c'est plutôt bien. Pendant mon parcours du coup en école d'ingé, j'ai pu faire 3 stages. Donc j'en ai fait un à l'Institut Curie à Paris. Ensuite, je suis partie aux États-Unis à l'Université de Pennsylvanie et pour valider après mon diplôme en troisième année, j'ai fait un stage de 6 mois à l'Institut Pierre Fabre à Toulouse. Une fois mon diplôme du coup d'ingénieur en poche, je suis partie à l'Université de Lille pour faire mon doctorat, donc en chimie médicinale.
où j'ai rejoint une équipe onco et neurochimie avec énormément de chimie médicinaux, de biochimistes et de biologistes. Donc, c'était vraiment une, ch- une thèse à l'interface chimie-biologie. Donc, c'était vraiment, vraiment très bien. Et en parallèle de ma première année de thèse, j'ai fait un master, donc un master drug design. Donc, au final, un master, c'est un bac plus 6 qui est accessible pour les personnes qui ont déjà en fait un master en poche. Et ça m'a permis vraiment de me spécialiser dans le médicament, puisque durant ce master, j'ai pu apprendre différentes classes de médicaments, différentes classes de cibles thérapeutiques, comment on évaluait une interaction protéine-protéine ou protéine-ligand. Donc, ça a vraiment été un complément pour mon doctorat, donc c'était vraiment bien. Pendant mon doctorat, j'ai obtenu une bourse donc pour avoir en fait 10 semaines de financement pour pouvoir aller développer des tests biophysiques et de la cristallo en fait dans un autre laboratoire. Donc j'avais choisi le centre de biologie structurale de Montpellier. Donc c'est quelque chose également que vous pouvez, je pense, regarder pendant vos études, pendant votre doctorat. Et il existe en fait des bourses de mobilité pour pouvoir en fait aller développer, on va dire, une nouvelle compétence dans un autre laboratoire. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif et à ajouter à votre bagage. Après mon doctorat, donc, je suis partie en Angleterre, à Londres, où j'ai rejoint l'Institut de recherche pour le cancer, où j'y suis restée 2 ans. Donc là, c'est pareil, c'était vraiment un programme de chimie médicinale. Et puis je suis revenue en France après 2 ans où j'ai rejoint Evotech en tant que Research Associate. C'est pareil pendant 1 an et demi avant de rejoindre le groupe AstraZeneca il y a donc 4 ans où je fais partie du département de Discovery Science et plus particulièrement dans la Hit Discovery Team que je vais au final vous présenter un petit peu aujourd'hui et le job de chimiste médicinal que je fais ici à AstraZeneca. Donc, AstraZeneca, globalement, pour vous présenter un petit peu globalement comment est fait la recherche à AstraZeneca, donc vous pouvez le voir et je pense que vous connaissez peut-être un petit peu. On est répartis enfin, globalement un petit peu partout dans le monde avec différents sites. Et moi, je suis donc du coup à Cambridge au UK. Donc, comment la recherche elle est faite à AstraZeneca? Donc, on est divisé en plusieurs départements. Donc, il y a le Discovery Science, dont moi je fais partie. Et ensuite, il y a toutes les aires thérapeutiques divisées en fait suivant l'endroit, enfin le site où est, on va dire, faites la recherche spécialement pour cette aire thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait en Discovery Science? Donc au final, souvent on valide en fait on valide la cible thérapeutique sur laquelle on souhaite, on va dire travailler. Une fois que la cible elle est validée, on va faire du hit identification. Donc on va essayer de chercher en fait la première molécule, donc vraiment le point de départ de la chimie euh, et ensuite, on va développer, on va dire, on va faire du hit to lead. Donc, on va vraiment faire de la, comment on appelle ça, de la SAR, en fait, autour du hit, mais vraiment très global et très vaste. Et ensuite, donc une fois qu'on a notre lead, on le transmet en fait à l'aire thérapeutique en question pour laquelle en fait on avait développé enfin on avait trouvé cette molécule. Donc en fait, Discovery Science, on est vraiment en amont et on travaille avec toutes les aires thérapeutiques différentes. Et ensuite, l'aire du coup thérapeutique s'occupe du lead optimization et jusqu'au candidat. Donc, à mon avis, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu le process
de mettre un médicament sur le marché. Donc, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose qui est très coûteux aussi et qui ne marche, on va dire, pas forcément à tous les coups. Euh, une fois qu'on a validé la target, donc on a validé la cible thérapeutique sur laquelle on veut travailler, donc, du coup, c'est là que nous, on intervient en Discovery Science, où on va chercher, on va dire, la première petite molécule qui montre une activité sur, par exemple, la protéine que l'on souhaite inhiber, par exemple. Euh, et donc, c'est vraiment notre point de départ pour la chimie en tant que chimiste médicinal, d'avoir ce premier hit. Et ensuite, il va y avoir du coup le hit to lead que nous allons faire en Discovery Science. Et ensuite, le lead optimization qui va être fait par du coup la thérapeutique, l'aire thérapeutique, jusqu'à obtenir le candidat et ensuite passer en phase clinique et ensuite, si tout se passe bien, être mis sur le marché. Et donc, au tout début, donc, comment on fait pour nous, dans mon département, dans le Heat Discovery département, on recherche du coup cette petite molécule. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va screener plein de molécules jusqu'à obtenir des hits validés que l'on va pouvoir ensuite confier à l'aire thérapeutique pour en prendre soin, pour aller jusqu'au candidat médicament. Et donc vraiment, notre but, c'est d'explorer un maximum euh, de, de motifs, un maximum de molécules pour pouvoir leur donner le maximum de chances de pouvoir arriver au candidat médicament. Euh, la slide d'après, ah, voilà. Et donc ça, c'est une revue que j'ai trouvée et que je trouve très intéressante, qui est apparue il y a 2 ans. Donc où au final, d'où les médicaments qui ont été mis et qui sont mis sur le marché, d'où est-ce qu'ils viennent. Et donc, on peut voir, donc, principalement, ils peuvent venir de différents screenings. Par exemple, on peut voir sur les deux schémas, enfin, sur les deux modèles, deux modèles dont AstraZeneca a fait partie, par exemple, où ces molécules sont sorties de HTS. Et comme vous pouvez voir, il y a eu un beau travail de chimiste médicinal derrière, enfin, par exemple, pour le composé 67, moi, j'aurais jamais pensé on va dire, à partir de cette molécule-là, on puisse arriver au candidat qui est le candidat 98-98, par exemple. Donc vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est que on utilise toutes les différentes stratégies, en fait, pour trouver cette première petite molécule dans mon département. Donc, comment on fait au final à AstraZeneca? C'est la slide d'après. Donc, on a en fait plusieurs plateformes qu'on utilise. Donc, voilà, on en a 6. Donc, il va y avoir HTS, il y a du fragment, DEL, du covalent, du virtual screening et des peptides. Euh, tout dépend la cible thérapeutique. On va préférer en utiliser une. Tout dépend les coûts également et tout dépend les ressources qu'on a au début du projet. On va en choisir une, deux, trois, euh, suivant ce qui est, on va dire, possible et, dans le projet. Et ce qu'on fait particulièrement, et ça a été publié l'année dernière donc dans mon groupe, on travaille vraiment tous ensemble pour délivrer en fait le maximum pour délivrer le maximum de hits validés pour l'aire thérapeutique. Donc vraiment, on travaille. Il peut y avoir sur la même cible thérapeutique, il peut y avoir un HTS, il peut y avoir également une plateforme un screening de fragments également qui va être fait. Et en fait, on va délivrer vraiment tous les hits qu'on trouve possibles pour l'aire thérapeutique. On a eu également des beaux exemples où
fait, on a pu, à partir d'un hit HTS et de fragments, on les a fusionnés ensemble et ça a donné a donné directement un lead, une molécule lead. Et vraiment, ça a été une super découverte. Donc vraiment, on utilise voilà, toutes les possibilités qu'on a en main pour pouvoir euh, avoir beaucoup de hits et de haute qualité. Et donc ensuite, une fois qu'on a nos hits, donc là, c'est vraiment le job de chimiste médicinal et que moi, je fais vraiment tous les jours. Donc une fois qu'on a les hits, ben, on doit aller jusqu'au lead pour pouvoir le donner à l'ère thérapeutique. Donc parfois, on va avoir des deadlines où on va avoir par exemple que 3 mois pour faire le maximum de modifications chimiques ou parfois, voilà, on peut avoir 1 an. Donc tout dépend vraiment du projet. À partir du HIT, donc il y a deux approches qu'on fait souvent. C'est quand en fait on va regarder dans notre collection interne de molécules toutes les molécules, on va dire, qui peuvent être analogues de la molécule HIT qu'on a trouvée. Pourquoi on fait ça? C'est parce que donc on a environ plus de 4 millions de molécules, donc plus si on ajoute en plus toutes celles qui sont, on va dire, virtuelles et qu'on peut tester. Pourquoi on fait ça? C'est parce que comme ça, on gagne du temps puisque ces molécules sont déjà faites et sont déjà présentes en fait sur site à la concentration voulue pour pouvoir la mettre directement en test. Ce qu'on fait également, c'est on peut travailler par plaque. Donc, on fait de la synthèse parallèle et du direct to biology. Au final, où on travaille directement voilà, en plaque pour, comment dire, si par exemple on veut étudier juste un couplage, on va dire peptidique, on va sur une plaque, on va tester par exemple 30 acides différents et comme ça, en fait, on va pouvoir avoir des SAR qui vont être très rapides à analyser derrière. Et donc, il y a vraiment un travail, donc nous, on fait partie du DMTA cycle, donc du Design, Make, Test et Analyze. Euh, et donc vraiment, on travaille tous ensemble. Il y a vraiment les chimistes médicinaux qui travaillent en collaboration avec les synthetic chemists qui sont parfois plus, on va dire, à résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir en chimie, avec les computational chemists aussi. Donc où là, ils vont pouvoir, surtout si on a du structure base ou si on a des cristallos à ce moment-là. Donc, ils vont pouvoir en fait les utiliser pour nous aider en fait à rendre notre molécule, on va dire, plus active avec un rationnel, on va dire, derrière. Et voilà, et une fois qu'on a fait cette molécule, on l'analyse en travaillant avec les biologistes, on la remodifie et ainsi de suite pour rentrer dans ce cycle, jusqu'à obtenir du coup notre lead molécule que l'on transmet à l'aire thérapeutique, qui après, elle fait l'optimisation en fait du lead pour arriver jusqu'au candidat. Donc nous, principalement, on va être on va essayer d'améliorer l'activité, de régler quelques problèmes, on va dire, ADME et pharmacocinétiques. Et après, l'aire thérapeutique, eux sont beaucoup plus après, où ça va être beaucoup plus de, de pharmacodynamique, des problèmes pharmacodynamiques qui vont essayer également de résoudre ou de la toxicité qu'ils peuvent voir également avant d'arriver au candidat. Donc voilà à peu près le, le travail du Heat Discovery département dans lequel je fais partie à AstraZeneca et à peu près mon travail quotidien, on va dire, autour des petites molécules pour trouver des composés leads et ensuite qui deviendront peut-être des candidats.
Merci beaucoup, Floriane. On va passer maintenant aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Floriane, qui répondra à toutes vos questions. Non, c'est moi, parce que j'ai pas bougé. Donc, Pardon. vos questions, vous pouvez les poser directement en allumant votre caméra. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat également. Mais en tout cas, Floriane est là pour vous, donc profitez-en. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je peux poser la première question. Ah oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Très bien, parce que j'ai une connexion qui est un peu capricieuse. Donc, bah, tout d'abord, merci pour votre présentation. C'était très intéressant. En fait, moi, je viens juste de soutenir ma thèse il y a moins d'un mois et j'ai un parcours un peu similaire au vôtre, mais c'est purement en chimie organique. Donc, j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait un master et puis là, j'ai fait ma thèse. Voilà, donc c'est plutôt en catalyse photoredox purement organique. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années, j'aimerais m'orienter vers la chimie médicinale. Et notamment, une fois que j'avais fait durant ma licence professionnelle mon alternance chez Sanofi, exactement dans la Light Discovery. Et aujourd'hui, je suis un peu pris au piège, et j'ai l'impression que j'ai pas tout à fait bien orienté mon parcours pour effectuer plus tard le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Et du coup, ma question, c'est est-ce que dans mon cas, ça serait judicieux de faire un master complémentaire comme vous pour conforter mon bagage et avoir un petit peu la double casquette pour beaucoup plus apprendre sur tout ce qui est médicaments, etc., et tout ce qui est paramètres en fait qui sont propres à la chimie médicinale, ou alors le fait de faire des post-doc, si possible directement en industrie ou toujours en milieu académique, mais qui se rapproche un petit peu vers la chimie médicinale, peut aussi jouer comme une bonne stratégie pour plus tard. Oui. Ah, ouais, c'est une intéressante, une bonne question. Euh, Moi, je pense que, alors, c'est vrai que je vais recommander forcément le master, juste parce que vraiment, je l'ai trouvé très globalement, moi qui avais aucune, on va dire, connaissance avant sur la chimie médicinale, m'a vraiment aidé en fait après à comprendre tous les aspects et en fait à communiquer après avec les biologistes et les biochimistes en fait pendant mon projet. Euh, Ensuite, sinon, peut-être en postdoc, peut-être s'orienter dans un institut ou vraiment pour un sujet en fait de chimie médicinale, mais comme comment dire, utiliser, on va dire, parce que vous avez un background de chimie, je pense, qui est assez impressionnant, et donc du coup en fait d'utiliser la chimie comme outil pour comprendre, on va dire, peut-être la biologie, où en fait vous allez pouvoir peut-être utiliser tout ce que vous avez développé en chimie, peut-être trouver un groupe euh, où il y a une application en fait de la chimie que vous avez développée dans une application thérapeutique. Par exemple, je vois, il y a des groupes qui ont fait, par exemple, qui sont très, très forts en catalyse, et je pense beaucoup, et surtout quand j'ai travaillé du coup en Pennsylvanie, où j'ai fait vraiment de la catalyse pure et dure en faisant des découplages de Suzuki, voilà, des découplages SP2, SP2. Et en fait, le but était d'encapsuler en fait une molécule thérapeutique. Et au final, maintenant, je sais que leur recherche est utilisée en fait pour des agents thérapeutiques et des vaccins en fait au jour d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas de frein parce que vous avez développé de la chimie avant. Enfin, je veux dire, vous êtes tout au début du chemin, hein. Donc il y a vraiment aucun, c'est pas du tout tracé pour le moment. Je pense qu'il y aura pas de problème de pouvoir, si vous êtes intéressé par la chimie médicinale, allez-y, hein. Allez-y. Alors, enfin, moi, je demande justement qu'à ça, mais quel type de candidat recherchent les entreprises telles que AstraZeneca ou Evotech, par exemple, aujourd'hui, dans les recrutements? Nous, par exemple, en juillet, on a recruté quelqu'un, un synthétique chimiste. Donc Mhm. vraiment pur et dur en chimie.
Et en fait, et il n'est pas du tout, par exemple, intéressé par la chimie médicinale. Mais nous, ça nous aide, on va dire, énormément parce qu'il y a des fois, il y a des molécules et surtout quand on passe des fois en lead, on va dire en lead optimisation. Par exemple, voilà, on veut un fluor là, on veut un fluor là. C'est-à-dire qu'on ne le veut pas ailleurs sur la molécule. Et là, bah, ça demande un vrai travail de chimie et il faut bien s'y connaître en chimie. Donc, Oui, oui, naturellement. Et que au sein des gros instituts, ça va être ma dernière question. Après, je oui, vais oh laisser non. parler, désolé. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution au sein des entreprises de style reconversion? Est-ce qu'un synthétique chimiste peut devenir un chimiste médicinal par le biais de formation interne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est commun? Je ne sais pas. Alors moi, je vais parler que pour AstraZeneca parce que voilà, c'est l'expérience, on va dire, que j'ai. Ici, tout à fait. C'est ce qu'on appelle des secondments, donc ça peut aller en fait de 3 mois à 1 an. Et en fait, on peut du coup partir dans un autre peu. Enfin, on peut rester dans la chimie. Donc là, moi, j'ai un collègue justement qui a fait ça et qui est devenu comp chemist, donc qui est passé du coup sur, on va dire on va dire sur ordinateur, qui a quitté le labo complètement. Et j'ai une autre collègue qui a fait 6 mois dans les essais cliniques. Donc absolument rien à, enfin vraiment rien à voir. Et vraiment, ça leur a fait, oui, une autre expérience. Et bon, il y en a un qui est revenu, voilà, en chimie et l'autre est au final parti dans l'autre département. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment quelque chose de bien, de pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir voir ce qui se passe, on va dire, des fois ailleurs. C'est vraiment bien. D'accord. Bon, merci pour vos questions. Je vais laisser les autres se proposer. Peut-être que je reviendrai plus tard si j'ai des questions. Merci Pas de beaucoup. problème, merci. Est-ce que je peux juste me permettre peut-être un petit commentaire pour Julien, puisque vous avez dit que vous vous sentez bloqué, et je pense que c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens peuvent ressentir vu la compétitivité du marché. Mm. Euh, la chimie médicinale, donc je travaille aussi chez Votech en chimie médicinale, j'ai travaillé chez Roche aussi notamment, et chez Infinity Pharmaceuticals. Et on m'a toujours dit que la chimie médicinale, un chimiste médicinal, c'est un chimiste organicien avant tout. Et beaucoup de profils de chimie médicinale sont en chimie organique. Donc vous n'avez pas un mauvais profil pour faire de la chimie médicinale en industrie, hein. Bon, c'est bon à Juste entendre. que ce soit clair, quoi. Non, non, mais, enfin, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, mais quand je vois les offres, ne serait-ce que pour un postdoc ou pour des associate scientist ou quelque chose comme ça, en général, ils demandent au moins des masters, des diplômes ou même des thèses qui sont en chimie médicinale. Et c'est quand même quelque chose qui est proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, je me demandais si vraiment ça peut être un frein ou pas. Mais bon, Mm. visiblement non, et tant mieux. Mais Bon, bon, oui, bon, voilà. je comprends. Au niveau des embauches, c'est quelque chose qu'on m'avait dit aussi il y a 10 ans à peu près, c'est que ils embauchaient des gens avec des doctorats en chimie organique et des postdocs en synthèse totale Oui, ok. ou des choses D'accord. comme ça. Après, est-ce D'accord. que c'est toujours le cas à notre époque? Je peux pas en Mm. témoigner. Peut-être d'autres personnes ont des éclairages. Mais avec un postdoc ou avec, il y a toujours moyen de trouver une solution. La chimie médicinale, c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de la vie et tout au long Mm. de notre Oui. carrière de toute façon parce que c'est extrêmement compliqué et large. Donc, Hmm. D'accord. Bon, bah, il merci faut beaucoup. ouais, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Jérôme et merci Julien pour toutes ces questions. On va passer à d'autres questions si vous voulez bien. D'autres questions par vidéo. On a des questions sur le chat qu'on va pouvoir peut-être poser. Diane, je ne sais pas si vous voulez poser votre question. Je vais la poser. Euh, Bonjour, je pose la question à sa place, hein. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir du coup comment s'organiser vos journées, plutôt de l'ordinateur ou plutôt du laboratoire. Est-ce que vous utilisez des techniques de biologie structurale de type RMN, cristallo ou autre? Une question de Diane Descarmes. Oui. Alors, ma journée type, alors ça dépend, des fois ça dépend du projet, forcément, et de l'avancée en fait, de l'avancée du hit, on va dire qu'on trouve. Euh, je, je suis quand même, comment dire, à peu près 60% de mon temps est au laboratoire.
Donc vraiment, il va y avoir en fait du design de molécules, donc du coup voilà plus sur ordinateur. Mais ensuite les molécules, du coup, il faut quand même les faire. Et donc du coup, je repasse au laboratoire pour faire ça. Tout dépend. C'est vrai que ça, oui, ça dépend vraiment du projet. Ça dépend de combien de personnes sont sur le projet. Également, parfois, ça va être que du design, on va mettre que en design. Parfois, je vais être complètement que en chimie. Donc, vraiment, ça dépend. Pour ça, ça dépend. Et après, est-ce qu'on utilise, oui, de la biologie structurale, de la RMN, de la cristallo? Ça, oui, énormément. On l'utilise beaucoup enfin, ça nous, donc la RMN, par exemple, on va l'utiliser c'est un de nos screenings, c'est un de nos screenings. Au final, la Cristallo également, mais après, on va plus utiliser aussi la Cristallo une fois qu'on a nos hits, on va essayer de les cristalliser et ensuite de trouver un rationnel au niveau pour faire du, du structure-based, donc pour essayer d'aller interagir, on va dire, un peu plus dans la poche, on va dire, de telle ou telle protéine. Donc, je ne sais pas si tu as répondu à la question. On va passer à la question de Médéric. Médéric, est-ce que vous voulez poser votre question? Non, je vais la poser aussi. Donc, bonjour, merci pour votre présentation. Dans une entreprise telle que AstraZeneca, quelle est la part de missions réalisées en interne versus missions sous-traitées, notamment en termes de synthèse de molécules candidates, mais également de validation de cibles, de screening initial en amont, ou bien encore d'analyse alimentant la hit to lead en aval? Alors, Est-ce mission qu'il y a de la réalisée. sous-traitance à toutes les étapes de Oui. recherche? Non. En tout cas, dans mon département, on sous-traite la chimie. Ça, c'est vrai. Donc, au final, on va travailler avec une CRO. Euh, on va parfois diviser, des fois, on va sous-traiter toute la chimie. Tout dépend, en fait, combien de molécules on a besoin de faire. Parfois, on va diviser la chimie entre nous et du coup la CRO. Tout dépend également aussi on va dire dans quel pays est faite des fois parfois la molécule. Il y a des motifs qui ne peuvent pas forcément être tolérés par pays, suivant la réglementation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on prend en compte. Euh, Par contre, tout ce qui est la validation de la cible, c'est fait en interne. Ça, c'est sûr et certain. Et tous les tests après sont également faits en interne. Donc, on a une équipe qui est en, en développement pour les différents essais qui est spécialisé vraiment pour ça. Donc, dès qu'en fait on a la cible, ils vont ensuite, en parallèle, vraiment développer tous les essais internes pour que nous, une fois qu'on a les molécules, on puisse du coup les tester. On puisse les tester. Et donc, après, je me souviens plus de Boulou. Euh, C'était pour, ouais, pour la synthèse des molécules, la validation des cibles, le screening initial ou les ouais. analyses pour alimenter le hit to lead. Donc oui, non, vraiment, et tout dépend, parce on a beaucoup on est quand même, enfin rien que sur le site on va dire AstraZeneca UK, on a à peu près 100 chimistes. Donc ça peut faire, oui, pas mal de molécules. Et ensuite, on travaille beaucoup, on a, comment dire, des robots pour faire, en fait, aussi, quand je vous ai dit, on travaille sur plaque. Donc, en fait, on a des fois aussi des robots qui nous permettent d'aller, on va dire, beaucoup plus vite, où au final, voilà, ça va tout nous mélanger. Nous, on va juste programmer le robot, ça va nous faire notre couplage peptidique, ça va tout nous mélanger, nous mixer, et ensuite, nous, voilà, on va regarder en fait par LCMS, par détection de masse, on va regarder si au final on a la formation de notre produit, par exemple, et ensuite
on va les purifier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même qui sont faits en interne. Merci Floriane. D'autres questions? Bonjour, Bonjour. moi je suis en deuxième année de thèse de chimie médicinale et j'aurais deux questions. Euh, Déjà, moi à terme, j'aimerais ne plus être au labo. Et je ne sais pas si ça existe dans des compagnies comme AstraZeneca, des personnes qui font vraiment que du design, de la gestion de projet, tout ça. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Et ma deuxième question, c'est à quel point est-ce que c'est possible et facile de passer du privé au public et inversement, mais surtout, si on commence sa carrière dans le privé, est-ce que après c'est possible de retourner dans le public si on en a envie à un moment donné? Alors, je vais commencer avec la première question pour, on va dire, ne plus être au labo. Je dirais que vous pourriez peut-être plus vous orienter vers quelque chose de computational chemistry, donc du coup sur ordinateur en regardant, on va dire, parce que bon, pour faire, on va dire, du design, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Pour faire du design donc ça serait plus, on va dire, du design de molécules. Euh, il faudrait comprendre, on va dire, par exemple, les conformations des protéines, la conformation de la molécule, par exemple bioactive, et ensuite, voilà, pouvoir remplacer des motifs. Je dirais que oui, c'est vraiment, faudrait, ouais, je dirais que ce serait peut-être je ne sais pas s'il y en a des formations ou, ou voilà, par exemple, faire après un postdoc en plus en computational chemistry pour pouvoir apprendre, on va dire, toutes ces choses-là qui aident vraiment aussi pour le design, je pense. Je ne sais pas si dans le panel, il y a euh, d'autres idées au niveau design. Non. Et la deuxième question, c'était, ah oui, public, privé. Alors, on a longtemps, je pense qu'on a longtemps séparé les deux. Enfin, moi-même, quand j'ai fait ma thèse, je me suis dit, oh là là, je pourrais jamais. J'ai fait tout mon background dans l'académie. J'ai fait mon postdoc en académie également. Au final, bon, bah, ça m'a pas empêché, voilà, après de passer en privé. Quand je regarde aussi également, en fait, quand je travaillais à l'Institut de recherche contre le cancer à Londres, les directeurs de laboratoire, donc au final dans le public, avaient travaillé, à peu près tous, en fait, avaient fait un passage par l'industrie. Avaient travaillé voilà, plusieurs années dans une big pharma et au final ont après décidé de revenir voilà, en académique. Et là, ça, c'est pareil aussi. Les personnes qu'on recrute, il y en a qui sortent tout juste, voilà, tout juste de postdoc, qui n'ont jamais mis un pied dans le privé. Et voilà, je pense que cette barrière, on va dire, entre les deux, depuis quelques années, s'est effacée. Parce que vraiment, je pense que les deux sont complémentaires, on apprend des deux côtés et que voilà, ça fait deux expériences différentes, mais qui sont complémentaires. Ok. Parce que c'est vrai que quand on voit à quel point c'est compétitif pour entrer au Ah oui. CNRS ou en tant que maître de conférence, la question se pose. Mais Ouais, oui, je comprends. Non, je comprends. Après, et je l'espère que ce n'est pas, on va dire, parce que voilà, on choisit on va dire ce chemin-là au début, qu'on ne peut pas, on va dire, switcher à un moment donné. Euh, je, je l'espère. Je peux complémenter pour la partie CNRS de mon côté. C'est vrai qu'il y a peu de cas de passage de l'industrie vers l'académique, mais ça existe. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. C'est soit postuler au concours CR si on est plutôt jeune, on va dire, concours chargé de recherche. Si on est plus expérimenté, il y a de temps en temps des concours de directeur de recherche externes qui sont possibles. Voilà, ça c'est aussi possible. Et il y a l'équivalent pour les enseignants-chercheurs avec des postes de profs, des fois, qui peuvent être ouverts à des postes externes. Mm. ok, super, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? On a quelques questions sur le chat.
notamment une question de Yacine. Bonjour Florian, merci pour ce partage. Quels sont les critères qui influencent la candidature pour un postdoc en chimie médicinale? Les critères qui influencent euh, pour un postdoc en chimie médicinale. Je pense que... Oh mince, mon truc il est encore éteint. Attendez. Pardon. Je pense que, alors pour un postdoc, alors c'est pareil, je vais parler moi de mon expérience et également les postdocs au final on recrute du coup à AstraZeneca parce qu'on a un programme pour pouvoir recruter des postdocs. Euh, Souvent, il n'y a pas forcément de compétences, on va dire, en chimie médicinale pour rentrer dans un postdoc en chimie médicinale, puisque, comment dire, souvent, voilà, on vient, comme Jérôme l'a dit précédemment, on est chimiste organicien et on fait souvent un postdoc, par exemple, en chimie médicinale, où là, en fait, on apprend toutes les bases, on va dire, plutôt de la chimie médicinale. Donc, je ne pense pas qu'il y ait on va dire, des critères particuliers on va dire, qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer, on va dire, en postdoc en chimie médicinale. Par exemple, quand moi j'ai passé mon entretien pour mon postdoc, on m'a pas du tout, voilà, on m'a posé la question si, je m'en souviens, si je savais, on va dire, entre 2 et 50, quelle molécule du coup était la plus active. Mais voilà, ça s'était arrêté là. Par contre, on a bien challengé ma chimie, puisque c'était après le but était voilà, de faire des molécules à visée thérapeutique. Merci Florian. On va avoir une question de Bilal également. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je ne peux pas vous poser ma question oralement. Voici quelles sont mes interrogations. Quelles sont les grandes différences entre les métiers accessibles après un master en chimie médicinale ou organique et d'autres après une thèse? La thèse est-elle un bagage nécessaire pour travailler dans ce type de laboratoire en recherche et développement en entreprise? Thèse ou pas Ah, thèse? thèse ou pas thèse, ouais. Alors, nous, chez AstraZeneca, on n'a pas beaucoup, voilà, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas de thèse. Euh, mais c'est quelque chose qui est certainement, on va dire, prévu, enfin, voilà, qui est, on va dire, dans les idées un petit peu d'embaucher, on va dire, simplement avec un master en chimie médicinale ou en chimie organique. Qu'est-ce que la thèse? Donc au final, souvent avec un master, du coup, on va avoir plutôt le statut, on va dire, ingénieur. Donc ça va être beaucoup, oui, de travail au niveau du laboratoire, dans le laboratoire, où ça va être, par exemple, voilà, de la synthèse de molécules, mais par exemple, moins de design. La thèse peut amener à être, on va dire, plutôt project leader. Donc d'abord en fait de pouvoir mener à bien en fait le projet et de pouvoir voilà par exemple designer les molécules euh, et de pouvoir faire partie on va dire du projet global plutôt que d'avoir juste simplement le rôle juste de faire la molécule par exemple. Euh, Après, c'est pareil, tout dépend après l'entreprise. Il y a parfois des petites, on va dire des biotech où c'est plus, on va dire, il y a moins d'employés. On peut toucher, on va dire, un peu plus à tout. Donc, ce qui peut être vraiment très, très, très avantageux, même juste après un master. Euh, on est vraiment une big pharma où au final, même s'il y a des interfaces, enfin, il y a beaucoup quand même de, de personnes qui, voilà, soit restent au labo, soit qui font aussi le design. Donc vraiment, vraiment, voilà, ça dépend également de l'entreprise. Merci. Je pense qu'on peut juste peut-être en profiter pour dire qu'à la YMCF, on a écrit un article sur les différences entre les métiers master ingénieur et doctorat,
qui devrait apparaître bientôt sur le site et qui peut peut-être donner un peu plus de renseignements aussi, qui résume tout ça. Et j'ajouterais, en allant le rechercher sur le site, parce que je croyais qu'il y était déjà, j'ajouterais qu'il y a aussi un article que je vais poster dans le chat sur l'importance de la chimie organique dans le truc Discovery qui répondra, Oui, qui complémentera les explications qu'a eu Julien au début de la discussion post-maintenant. Merci Jérôme et Guillaume. On va passer à une autre question. Une question de Christian. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai fait ma thèse et post-doc en synthèse organique et j'ai plutôt une question par rapport au recrutement. Je voudrais savoir quelles sont les compétences les plus importantes à montrer sur le CV comme chimiste organicien pour attirer l'attention des industriels pour un poste de chimiste médicinal d'une boîte comme AstraZeneca. Est-ce que 2 pages c'est bien ou est-ce que c'est trop? D'accord. Alors, 2 pages, c'est très bien. Faut pas non plus en faire 5 pages, je pense. Mais non, 2 pages, 2 pages, c'est suffisant. Je pense qu'il y a de quoi déjà écrire pas mal de choses. Donc, non, 2 pages, c'est très bien. Quelles compétences à mettre en avant en tant que, du coup, chimiste organicien? Je pense que c'est de la méthode, ça serait beaucoup, je pense, au niveau de la méthodologie. C'est-à-dire, par exemple, vous avez euh, délivré tant de molécules en tant de temps parce que vous avez développé cette méthode euh, pendant votre doctorat ou pendant votre postdoc qui a mené à, on va dire, cette découverte-là. Après, s'il y a forcément, oui, on va dire publication derrière, c'est un appui encore plus, donc c'est génial. Mais je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a aussi la diversité de la chimie sur laquelle vous avez pu travailler. Donc que ça soit voilà, la chimie des hétérocycles ou que ça soit de la catalyse, de la photochimie, plus voilà, montrer, on va dire, toutes les compétences en fait que vous avez acquises pendant toute votre expérience. Euh, voilà, pour attirer l'œil. Je pense que vraiment, on va dire, ouais, la diversité euh, de chimie qui peut faire, oui, on va dire, pencher la balance. Merci Floriane. On va passer à une autre question. On a beaucoup de questions sur le chat. Merci pour vos questions. Une question de Yacine. Est-ce que c'est purement de la synthèse totale, composés synthétiques, ou bien est-ce que ça concerne aussi l'identification de composés naturels et leur modification structurale par hémisynthèse au niveau industriel? C'est en tout cas dans mon département et principalement c'est de la synthèse purement voilà artificielle. Euh, on a comment dire, on a quand même un pôle où au final, le plus, on va dire, premièrement, ça va être de faire le composé pour du coup valider en fait que ce composé soit actif. Ça va être la chose, on va dire, la primordiale et souvent ça, on va le faire artificiellement, enfin on va dire en synthèse, on va dire voilà, en synthèse. Ensuite, si ce composé-là, par exemple, on a besoin de le refaire sur des kilos et voilà, des tonnes ou quoi que ce soit, là, souvent, on va aussi chercher des méthodes, on va dire, alternatives, voilà, d'autres méthodes alternatives euh, qui sont peut-être, oui, voilà, peut-être de l'hémisynthèse, peut-être de la biocatalyse, plein d'autres méthodes. Merci Floriane. Donc il y avait une petite partie sur la partie académique, c'est pas l'objet du jour, mais je complète effectivement dans la partie pour ce qui concerne la partie académique, c'est beaucoup plus libre. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine des produits naturels en complément des composés synthétiques. Une question maintenant de Melissa Joyce. Bonsoir, merci pour votre présentation. Est-ce que la chimie organique thérapeutique et la chimie médicinale sont les mêmes? Oula, très bonne question. Euh, alors, euh,
disons que la chimie. Alors, oui, il peut y avoir, après, il peut y avoir beaucoup de. Et là, on peut rajouter voilà, beaucoup de choses, je pense, dans ce panel. Après, moi, je vais parler vraiment que pour moi, ce que mon opinion, enfin, pas mon opinion, mais ce que moi je pense, on va dire. Euh, la chimie médicinale, donc, du coup, va être vraiment développement médicament. Euh, C'est-à-dire, voilà, oui, du hit, du lead jusqu'au médicament, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est l'ADME et comment dire, les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques pour arriver après au médicament. Pour moi, ça, c'est vraiment la chimie, euh, on va dire la chimie médicinale, je pense. Et l'autre, c'était chimie organique thérapeutique. Euh, Mais c'est quelque chose, c'est vrai, en anglais, ouais, souvent medicinal chemistry, on a moins therapeutical chemistry. ouais, c'est vrai. On peut En aller. Euh, général, on entend plus chimie thérapeutique que chimie organique thérapeutique. Et pour moi, la chimie médicinale, c'est une section de la chimie thérapeutique. d'accord. Et du coup, Mais qu'est-ce c'est qui... peut-être chimie organique Ouais. thérapeutique, peut-être que c'est quelque chose de spécifique que je connais pas personnellement. Mais Je Un ne peu plus- prétends pas avoir la réponse, mais je crois que moi, j'utilise les termes de manière interchangeable. Alors, par contre, je pense que ce que Florian dit, ça m'a quand même fait effectivement. Je pense qu'on peut imaginer du travail. Ouais, ouais. Je sais pas, ouais, c'est une bonne question que je m'étais jamais posée, Ouais, moi mais, non plus, mais c'est vraiment que mais c'est vrai que c'est un point qu'on pourrait essayer de pousser un petit peu, ouais. Oui, c'est une je, je- question intéressante. On essaiera Ouais, d'aborder cette question au travers d'un article que vous pouvez retrouver sur notre site, je pense. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois et c'est pas forcément facile de répondre à cette question. ouais. On va passer à une question de Lynn. Les contours CR et DR sont très très concurrentiels, ils sont très très difficiles à intégrer après ces jours de quelques années dans l'industrie. Bon, c'était juste un complément, pardon. Oui, bonjour, c'est un complément d'information, hein. C'est pour dire quand même que actuellement les concours CRDR sont très très concurrentiels, hein, parce qu'il faut une grosse épreuve de titre. Et quand on est passé par l'industrie, souvent on a une épreuve de titre, mais elle est plutôt composée de brevets et les concours sont assez difficiles à obtenir. Il faut quand même remettre les choses en place, c'est ça que je voulais dire. Et si vous me donnez la parole, eh bien, je voulais vous dire, chimie médicinale, c'est un anglicisme, hein, c'est medicinal chemistry, et ça se traduit en français par pharmacochimie ou chimie thérapeutique, hein. Chimie thérapeutique, c'est vraiment une matière qu'on enseigne dans les études de pharmacie. C'est vraiment la chimie du médicament. Et si vous voulez avoir vraiment des informations précises, il y a le dictionnaire de l'Académie nationale de pharmacie qui a défini tous ces termes-là. Donc, vous pouvez vous aller vers cette information. C'est une mine vraiment pour les définitions des disciplines. Voilà. Ah, c'est super. Ah, bah, super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Une question de Sana. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure la rédaction d'articles ou publications fait-elle partie de vos activités au quotidien dans l'industrie? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... euh, comme Lynn l'a très bien, on va dire, euh, souligné, on écrit aussi, oui, pas mal, on va dire, on travaille beaucoup plus en brevet, puisque dès qu'en fait on va trouver on va dire une petite molécule qu'on va faire le lead et qu'on va après partir sur le candidat médicament, on peut bien évidemment pas publier. Donc c'est pour ça que voilà, nos articles souvent arrivent, on va dire beaucoup, mais vraiment longtemps, on va dire après la fin, on va dire la fin du projet. Moi, dans mon département, et du coup, c'est quelque chose de plutôt, on va dire, positif. C'est-à-dire que si on délivre le composé lead à l'aire thérapeutique, donc après, c'est une bonne chose, donc c'est super pour nous, parce que le hit est validé, et donc du coup, après, ils peuvent du coup ils peuvent en prendre soin vers le candidat médicament. Si au final le lead n'est pas assez, on va dire,
développé ne correspond pas, parce que voilà, ne correspond pas aux critères en fait recherchés par l'aire thérapeutique, on peut le publier. Donc il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés, par exemple, dans mon département depuis, enfin en tout cas depuis que moi j'y suis. Il y a eu sur différents projets. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fait partie quand même de notre quotidien. Donc on essaye, en plus, oui, on essaye de publier, on va dire, le maximum d'articles qu'on puisse également, mais tout ce qu'on peut, on va dire, montrer pour également aider la communauté scientifique à, à s'améliorer et voilà, si ça peut aider. On essaye, en tout cas, de pouvoir montrer le plus possible nos recherches. Peut-être peux-tu compléter aussi, Floriane, par rapport aux communications qu'il peut y avoir dans certains congrès également. Oui, c'est-à-dire communication. C'est-à-dire que les publications, c'est un moyen de communiquer avec la communauté scientifique. Oui, Et c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup d'industriels comme toi ah dans oui, des congrès et vous diffusez aussi oui, l'information autour de vos recherches. tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on a pu présenter pas mal de nos recherches. Une fois, bien sûr, que les publications souvent voilà, sont publiées, on peut aller présenter nos recherches et c'est vraiment, vraiment bien. Ouais. Une question d'Apollonia. Bonjour, je voudrais savoir s'il faut attendre une ouverture de poste ou si nous pouvons faire une candidature spontanée chez AstraZeneca. Euh, je pense qu'il y a, alors c'est vrai que je n'ai jamais, on va dire, regardé, mais je pense qu'il y a une section où on peut faire des candidatures spontanées. Je pourrais essayer de retrouver le lien d'ailleurs. Après, c'est vrai que le plus simple souvent, c'est quand on ouvre un poste, de postuler via ça parce que euh, on va dire, on va plus dans notre base de données, on va souvent plus regarder juste les personnes qui ont par exemple postulé à ce poste précis-là, plutôt d'aller rechercher, on va dire, dans notre base de données. Dès qu'on va avoir voilà, un poste qui va s'ouvrir, on va le publier et on va attendre que voilà, on ait un certain nombre de personnes qui ont postulé pour pouvoir après faire un tri. Donc je vais essayer c'est une très bonne question parce que je vais essayer de regarder s'il y a je sais qu'à une époque il y avait une section pour pouvoir faire une candidature spontanée. Je ne sais pas si elle existe encore, mais voilà, c'est ce que je vais regarder. Merci Floriane. D'autres questions? J'ai une question de Pierre. Pierre qui demande comment l'IA a apporté des changements dans le travail de chimiste médicinal dans l'industrie. Ah oui. Euh, alors, c'est une très bonne question. On utilise l'IA beaucoup. Je vais pas voilà, vous mentir. Et je pense que tout le monde le fait également, à mon avis, un petit peu peut-être au quotidien. Faut pas voir l'IA comme, je pense, un ennemi. Il n'y a pas de, comment dire, euh, ça ne remplacera pas, on va dire, le travail d'un chimiste médicinal. Par contre, d'utiliser, oui, tous les outils qui sont à notre disposition, en fait, nous permettent d'accélérer, nous permettent d'aller plus vite, nous permettent également de, d'aller on va dire, à la molécule, on va dire, finale beaucoup plus, voilà, beaucoup plus rapidement, des fois par des choses sur lesquelles on va pas du tout y avoir pensé. Donc c'est vrai que ça va nous permettre, on utilise aussi beaucoup l'IA souvent pour croiser, on va dire, beaucoup de paramètres différents et que l'IA va nous donner, hop, par exemple, 5 possibilités et aura fait tous les calculs, on va dire, en amont pour nous permettre de, de designer la molécule sur le papier. euh, on va dire, beaucoup plus vite et de pouvoir pardon, ensuite la tester. Donc, c'est vrai que non, on a énormément d'outils euh, qui sont disponibles à AstraZeneca pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que
on gagne pas mal de temps. Et dans le domaine de la modélisation moléculaire, est-ce qu'il y a, par exemple, tous les outils autour d'AlphaFold, etc., est-ce que ça a beaucoup changé le métier de chimiste computationnel? Ah oui, 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 complètement. Là, vraiment, ça a vraiment, oui, révolutionné pas mal pas mal de choses. Ah, bah là, je suis complètement dans le noir. Ah, pardon. Vous avez d'autres Euh, questions? Donc, en attendant d'avoir quelques autres questions, je vous incite à aller voir également sur notre chaîne YouTube. Il y a d'autres discussions avec d'autres experts qui pourront également compléter le regard apporté aujourd'hui par Florian et avoir des avis d'autres personnes qui travaillent dans d'autres entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Est-ce que vous avez encore des questions? Si ce n'est pas le cas, on va remercier encore Florian pour sa présentation, pour avoir répondu à toutes vos questions. Et merci à vous d'avoir participé à cette session AMA aujourd'hui consacrée au métier de chimiste médicinal. Et n'hésitez pas à nous retrouver. Donc, cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube et beaucoup d'événements ou d'articles sont disponibles sur notre site de la SCT sur le lien sur l'onglet YMCF. Merci beaucoup. Merci beaucoup.